Bonsoir. Merci à tous d'être venus par une si belle soirée et bienvenue à la maison Édouard François, puisqu'elle se dénomme comme ça, il vous expliquera pourquoi. J'ai lu que vous aviez la volonté de réintroduire la nature dans l'urbain, donc vous allez nous expliquer tout ça. Nous connaissions les projets de la maison Édouard François, nous avions entendu parler du personnage. Nous interventions à la démarche qu'il défend. Nous avions vu des conférences, mais nous n'avions pas encore approché son travail de si près. Fidèle à nos envies de montrer la démarche des architectes, quand je dis non, je parle de la plateforme et on vous expliquera tout à l'heure ce que c'est. Le fondement des concepts qui les animent, proposer à Édouard François d'exposer à la plateforme nous a semblé une évidence. Il a suffi d'une rencontre dans son agence de Paris et Bastille pour confirmer notre adhésion. Mettre en avant l'humain, réinventer notre société autour d'une connaissance, des moyens et une conscience de notre époque sont, vous le savez, les grands axes défendus dans le travail de cette agence d'architecture. Comment alors exposer une démarche pensée et construite d'un architecte sans pour autant l'aborder au travers du prisme de ses projets? C'est ce que M. François va nous faire. Merci. Bonsoir, merci d'être venu. On a essayé d'aborder cette exposition de manière un peu particulière, parce qu'avec Internet, normalement, c'est assez facile. Vous tapez mon nom, il y a des vidéos, il y a tout, il y a à peu près tous les projets. Par contre, ce dont on est assez avare, c'est de ce qu'on a dans la tête à l'agence. Et donc, on s'est dit que l'occasion de rencontrer une école et que l'école nous rencontre, c'est aussi le moment peut-être de leur montrer plus ce qu'on a dans la tête, d'où cette espèce de boîte que vous avez, avec dedans tout un tas d'univers, de choses qui nous intéressent en fait aujourd'hui. Et je pense qu'il vous intéresse aujourd'hui. Je pense une des spécificités de l'agence, c'est de comprendre dans quelle époque on est. On est dans un moment extrêmement charnière. Hein, on est dans un moment de transition. Nous sommes en train de quitter doucement la modernité. Je l'avais annoncé dans le dernier journal du Monde, Le Monde du 31 décembre 1999. Donc on allait passer à l'an 2000. Je vais annoncer la fin de la modernité. Je vois qu'en 2018, ça coince un peu, mais globalement, on est en train d'y arriver. Et je pense que la définition de l'époque, c'est la transition. On est entre deux mondes et il faut bien comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je pense que c'est un des moments importants pour relire Le Corbusier, parce que c'est important de bien connaître ce qu'on est en train de quitter pour mieux essayer d'anticiper ce vers quoi on va. Hein, je pense que c'est le moment de relire le modulaire de Le Corbusier, de voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est un acteur important de ce moment-là. Hein, donc je vous y invite cordialement. Donc on vous a préparé, je vous ai concocté quelques petits thèmes sur notre confession. Aujourd'hui, on voit tous ces espèces de labels un peu partout, labels qui sont une sorte d'image pieuse. Et puis, nous, on a envie de les piétiner respectueusement, et vous allez voir pourquoi. Finalement, ces labels ne sont pas là pour changer le monde, mais pour tenter de le faire survivre. Hein, c'est-à-dire que vous allez voir Erta, qui représente clairement la malbouffe. À la malbouffe est associé le mal construire. On voit le tube de silicone. On est dans une société qui ne scelle plus, mais qui colle avec du silicone. Par exemple, on voit des volets, des blocs fenêtres en volets en PVC se parer des labels HQE, et c'est absolument ignoble. Une des choses qui m'a permis de bien comprendre ce moment de transition, où on allait, vers quoi on va, c'est tout ce qui se passe en nutrition. En nutrition, il y a énormément de choses, et on peut le voir sur ces labels-là. Hein, on voit que entre l'univers de l'architecture et l'univers de la nutrition, de l'agriculture, on a énormément de labels fusionnels. C'est pas un hasard si aujourd'hui les chefs, la bouffe, la cuisine intéressent aussi fortement. On ne peut pas ouvrir un magazine sans tomber sur un chef, sur une recette, sur les dernières carottes. Et dedans se joue, comme dans l'architecture, la biodiversité, le paysage, la temporalité, la saisonnalité. On a
l'humain, la traçabilité. On a toutes les valeurs en fait de l'architecture, on les retrouve, de l'architecture et du paysage, on les retrouve dans la nutrition. En France, je le dis, là c'est une base de conférence que j'ai donnée hier soir devant le conseil municipal de Toulouse. Il y avait le maire, tous les conseillers, et il y avait toute la profession d'architecte de la ville de Toulouse. On était 200 personnes, on jouait à guichet fermé, hein, et donc je leur ai dit qu'ils n'étaient pas capables de faire autre chose que de la banlieue. Et à la fin, ils m'ont remercié en me disant c'est bien de secouer un peu parce que c'est effectivement ce qu'on est en train de faire. Hein, on voit, c'est de la banlieue certifiée, de la banlieue Bréham. Voilà une tour de 50 mètres. Maintenant, on se dit oui, on a changé d'époque. 50 mètres, c'est top. Voilà une tour de 50 mètres, ignoble, haute qualité environnementale, green building, Bréham. Puis on y va comme des bourricots et on est en train de refaire, en fait, globalement, ce qu'on faisait dans les années 70 sans s'en rendre compte. Ça, c'est vers quoi on va, la matérialité, le bon gras, le bon gluten. Hein. Et donc, on va parler de différentes thématiques qui sont dans l'exposition, comme l'ornementation. C'est un sujet qui est très intéressant. Et je vous ai fait un petit texte là sur ces différents sujets qui a été imprimé, qui vient d'arriver là-dessus. Sur l'ornementation, on a besoin d'ornementation, mais on a absolument tout cassé. C'est un peu inavouable, on a du mal à en parler. Pour un architecte, c'est pas viril, l'ornementation. C'est pas de l'archi. C'est quoi l'archi? Ça peut pas toujours faire mal, l'archi. Alors, on va faire quoi maintenant? Comment on avance? Sur quelle base on va avancer sur les problématiques d'ornementation? La modernité, quand elle a écrit carré noir sur fond blanc, elle a systématiquement et totalement rasé toute l'ornementation. On n'a plus d'artisans, on n'a plus d'outillage, même mental, pour aborder cette question. On vous a mis dans la boîte un Louis XIV, peint en 1665 par Nicolas Mignard. Hein, on voit c'est quelque chose qui tient dans le temps. Et vous avez devant un chandelier en argent massif de 15 kilos, un bois taburet, qui est frappé d'interdiction d'exportation, qui est considéré comme trésor national. Donc vous avez dans la boîte quand même des jouets qui sont assez jolis. On ne vous a pas mis de la cam, on ne vous a pas mis du plastique, hein, on vous a mis de la bonne cam. Sur l'ornementation, c'est quelque chose d'assez important. Je suis l'architecte du groupe LVMH pour certaines opérations dont la Samaritaine. Et c'est posé la question de la façade arrière. On a la façade devant, cette façade arrière, comment on retourne. Et on a fait un travail sur la pierre avec des pierres très importantes sur de l'inachèvement. Donc la façade de devant va se retourner doucement et finalement les sculpteurs vont arrêter, un peu comme l'église de Saint-Sulpice, de sculpter et on va avoir des blocs bruts. Les blocs que vous voyez là atteignent la tonne pour certains et donc il y a un travail de sculpture, d'arrêt de sculpture et donc je suis tous les 2 jours sur le chantier pour dire là on arrête, là on met... On a les meilleurs artisans, mais on a très peu de savoir-faire. On ne sait pas, pour moi c'est très nouveau, comment ça marche. Je savais à peine ce que c'était qu'une pierre. Là on a des grilles de fonderie qu'on a fondues avec des artisans. Aux artisans, le petit producteur, on a des choses comme ça qui se jouent. Là, je fais un travail très important à Bordeaux. Pour ceux qui connaissent, on voit ce grand axe qui n'existe pas encore, qui va relier la gare à la Garonne, qui est exactement nord-sud, qui est un méridien. Et je me suis engagé à construire, donc je suis l'architecte unique de cette opération qui fait 80 000 mètres carrés, et je me suis engagé à ne construire qu'en pierre. Juppé, qui est un garçon assez pince sans rire, m'a dit ça ne fait que 15 ans que je demande aux architectes de s'intéresser à cette matière. Oui, monsieur le maire. Voilà. Et donc, comment on construit en pierre? On a mis au point tout un travail de murer, de démurer, de liberté. Ça fait un certain temps que je joue avec ça. On s'est engagé à ne surtout pas faire de tabula rasa alors qu'on fait cet axe. Tous les bâtiments qui se retrouvent sur cet axe sont remis, leur façade s'est déplacée et reconstruite. Donc là, par exemple, vous voyez un morceau de façade ancienne qui est rajouté, sur lequel on retrouve avec des amphithéâtres qui défoncent la façade. Il y a toute une manière de retravailler cette matérialité. Je pense que vous aurez à le faire très certainement.
pour des raisons assez simples. On va en parler un peu plus tard. Là, par exemple, sur la pierre à Bordeaux, on a une façade existante, et puis de l'autre côté, on fait le négatif de la façade. C'est-à-dire qu'on prend, comme si on avait pris de la pâte à modeler, on l'enfonce, et vous pouvez voir ici, les fenêtres sont saillantes. Hein, on voit. Les fenêtres sont saillantes, les corniches sont en creux, mais si on ne le sait pas, ça a l'air extrêmement classique. Hein, il ne s'agit pas de refaire ce qui existe, il s'agit de twister, de jouer avec. Là, je vous ai mis une petite œuvre de Rachel Whiteread, hein, une artiste anglaise, qui fait des négatifs de bâtiments, hein, qui moule les bâtiments et qui les recoule de l'autre côté. Donc à Bordeaux, par exemple, vous avez une rue qu'on va faire dans laquelle il y a des bâtiments existants et le négatif de la façade des bâtiments existants qui sont exactement au même endroit. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait en 2007, donc c'est pour vous montrer que ces problématiques sont anciennes. Ça fait quand même 11 ans que ce bâtiment est livré, donc ça fait une douzaine d'années que je l'ai dessiné. C'est le Fouquet's sur les Champs-Élysées. Donc là, on voit un travail sur une matérialité. On était dans un quartier haussmannien, et dans un quartier haussmannien, je pense qu'il est intéressant, c'est de donner aux gens envie de regarder de l'haussmannien. Et il n'y a aucun intérêt d'aller faire une façade en alucobon au milieu de bâtiments haussmanniens. On a un paysage, il faut travailler sur le contexte, sur une délicatesse d'insertion dans le contexte. Et donc ça a été pour moi une expérience très passionnante et très fatigante intellectuellement, parce que on joue électriquement très proche de Disneyland et on ne sait pas à quel moment le truc va vous péter au nez, quoi. Donc le réglage est fin. On a dû mettre au point, on a pris une façade qui était sur les Champs-Élysées à côté, on l'a agrandie comme une anamorphose et on l'a coupée comme si on le voit, comme c'est du papier peint 3D. Et on a retroué, on voit les fenêtres là, les fenêtres sont complètement libres, hein, et donc c'est un moment important de l'histoire de l'architecture, parce que c'est la première fois que le décor, c'est-à-dire n'a plus aucune relation avec le trou, la fenêtre. Normalement, depuis l'histoire de l'architecture, le trou est en relation avec le décor. Et là, il y a une liberté totale entre le décor, qui est du papier peint 3D, comme de la toile de Jouy, et le trou. Bon. Quand j'ai présenté ça aux ABF à Paris, d'abord, il y a eu un débat, parce qu'en plan, si vous voulez, quand vous regardez ça en plan, on voit un rectangle très abstrait, et puis on voit des modénatures de fenêtres. Donc l'ABF m'a dit, je ne comprends pas qu'est-ce que font ces rectangles blancs. Et je lui ai dit, ces rectangles blancs, c'est des fenêtres. Et là, il s'est fâché, il m'a dit, non, Édouard, les fenêtres, elles sont là. Et donc j'ai dit, je suis l'architecte, donc les fenêtres, c'est là, et ça, c'est pas une fenêtre, c'est du décor. Et puis, il avait convoqué, c'était une réunion un peu importante, il avait convoqué plus de 15 architectes des bâtiments de France de Paris. Et puis, il y en a une qui s'est levée et qui s'est mis à crier, qui a dit vous êtes un Galliano, vous êtes un intellectuel, vous êtes un je ne sais plus quoi. En soi, c'est des termes flatteuses, très flatteurs, mais vu le ton de la voix, c'est pas du tout flatteur. C'est comme si on dit à son chien, espèce de très gentil chien, tu es très gentil, j'ai très envie de t'embrasser. Le chien, il se barre sous le canapé. Hein. Et donc là, je leur ai dit que mon boulot en tant qu'architecte n'est pas de leur faire de la peine. Et donc, j'allais les déjuger de leur capacité à me donner un avis, hein, parce que c'était trop pénible pour eux. J'allais demander directement au ministre de la Culture son avis. Et je suis parti. Voilà. Et donc, j'étais un peu interloqué. J'ai demandé au ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, son avis. Il était très excité par ça. Il m'a dit, Édouard, on va faire une grande réunion avec tous les ABF de France. Et puis, donc, tu vas présenter. Chaque ABF va donner un avis et je vais conclure. Et là, j'étais pas content. J'ai dit à Jean-Jacques, je lui ai dit, écoute, si jamais ça doit aboutir, ton décorum, à un non, je te déjugerai et je demanderai directement à Jacques Chirac. Bon, bref, il a eu les boules et il est parti. Et c'est finalement Donadieu de Fabre qui a signé l'autorisation de ce bâtiment. Travail sur l'ornementation, travail sur l'inscription dans les paysages. Là, c'est un centre commercial devant Honfleur. On est juste à côté d'Honfleur, cité médiévale. À ce concours,
j'ai dit au maire, j'aimerais savoir quel est l'abruti qui a mis un droit à construire sur ce terrain. Il m'a dit, c'est moi. Je le savais, évidemment. Et j'ai dit, si j'étais le ministre de la Culture, j'interdirais de construire à cet endroit-là. Nous sommes très proches de Honfleur. Et on ne peut pas passer à côté de hangars, de boîtes, d'architecture, de supermarchés et arriver dans un port médiéval ancien. Ça dévalorise le port médiéval et quand on y arrive, faites l'expérience, si vous arrivez par le pont, vous avez l'impression de tomber à Disneyland. Alors que quand vous passez de l'autre côté, par Houlgat, vous arrivez par un des paysages, la ville se densifie un peu, il y a des maisons, tout d'un coup on arrive sur le port et là c'est un émerveillement. Et donc finalement j'ai fait un paysage qui se soulève, qui craque, on voit la craquelure, et puis dans la craquelure il y a 3 objets normands qui sont des lollipops qu'on met dans la bouche des gens pour les attirer. Mais en fait la lollipop n'a aucun rapport au sol, elle est décapitée nette. Et elle tient sur un seul poteau unique, comme une lollipop, c'est comme une sucette, et c'est tout en verre. Donc on ne peut pas toucher la lollipop, on la voit quand on entre ici, on voit la sucette, puis on rentre, puis la sucette est plus accessible. Des tours, on a fait ça il n'y a pas si longtemps, on a eu le plébiscite, ça c'est en Suède, c'est à Malmö, comment on essaye de refaire dans la ville. Là, c'était dans un endroit extrêmement... c'est des tours et des bars avec une population étrangère très forte. Il y a beaucoup de problèmes. Et ils voulaient faire une tour et refaire le quartier. Et donc, on a choisi en fait de mixter des références et de les empiler. Et c'est la première structure en bois qui avait été imaginée pour ce genre de tour. Donc là, on voit un travail sur l'ornementation. Il y avait un bâtiment... qu'un promoteur avait démonté et qui était dans un hangar à Stockholm. Il s'était engagé à le reconstruire. Et donc, on lui a demandé de nous le passer pour le mettre là et de reconstruire dessus. Dans l'ornementation, ça c'est à l'agence, le végétal a toujours, de toutes les époques, eu une capacité d'ornementation. Donc, c'est assez intéressant de jouer avec le végétal. Ça, c'est un mur végétal potager dans notre agence, on voit ça avec le mélange des plantes, des fleurs, c'est un côté très ornemental et très intéressant. Pour finir sur l'ornementation, ça c'est un HLM que j'ai fait au milieu de tours et des bars. Donc pour rarifier le terrain, il est enfermé dans des grilles. Il y a le lampadaire de la place de la Concorde, mes armoiries sont plantées dans le béton. Il n'y a pas de hall d'entrée, il y a une sorte de jardin zen avec des gros cailloux. Et à l'inauguration, la présidente de l'association des locataires du Grand Ensemble a demandé la parole et a dit « Je remercie Édouard François de nous avoir anoblis ». C'est bien. C'était l'idée. Voilà, ornementation, comment on travaille sur les existants. Ça, c'est l'hôtel de Coulanges à Paris. On voit ici comment on agrandit un existant, comment on joue avec son sens, comme le boudin, quoi. On extrait le sang et puis on fait un truc, puis on le remet. Et donc, c'était un bâtiment qui n'avait plus d'intérieur, qui avait été saccagé par l'État. Et donc, à l'intérieur de cette espèce de dirigeable, on refait, grâce à de la technologie numérique, une nouvelle charpente, une immense salle. Et cet objet va traverser de l'autre côté du jardin. C'est un travail sur l'ornementation, le décor. Vous voyez, il y a des fenêtres qui sont à l'envers. Ça, c'est un travail sur l'ornementation aussi assez intéressant. On fait un centre commercial, un nouveau centre commercial à Saint-Émilion. Donc, on s'inscrit dans le paysage de Saint-Émilion. Et là, le paysage typique de Saint-Émilion, on a les vignes et puis les châteaux. Et là, on a empilé 3 châteaux. J'ai demandé au maire l'autorisation de dépasser le PLU limité à 8 mètres. Là, on est à 36 mètres. Et donc, j'ai demandé une hauteur illimitée pour que lui et moi, on puisse caler le truc. Le PLU, c'est bon pour les cochons. Et donc là, on a une hauteur, la hauteur qu'on veut. Et donc, on fait quelque chose de tout à fait nouveau dans le commerce. Vous voyez en bas, on a une immense place événementielle et puis on a les commerces. Et la place événementielle, finalement, est en train de devenir quelque chose de réellement incroyable. Il y a des gens qui viennent me voir de Coutras
donc de Saint-Émilion, pour me dire, moi j'ai la plus belle collection européenne de tracteurs, j'aimerais organiser des expositions, on a rencontré des metteurs en scène, donc on va rejouer des scènes qui se jouaient autrefois. Le maire m'a dit, voilà, on a une blessure historique, parce que Louis XIV a détruit le château de Coutras, il m'a demandé de reconstruire le château de Coutras, donc un des éléments, c'est le profil exact du château de Coutras. Le maire de Libourne m'a demandé, lui aussi, son château a été détruit, donc on remet le château de Libourne, du coup le truc devient méga historique. Ils ont demandé au musée d'Aquitaine la restitution de toute leur antiquité pour les mettre en scène sur le parvis. Donc on va en mettre dans les vitrines. Donc c'est plus un centre commercial, c'est un nouveau truc de mise en scène, de la culture, d'événements avec du commerce. Le contexte. Le contexte, c'est un sujet assez difficile. On vous a fait ce petit truc qui est assez intéressant, qu'on va peut-être faire en forme de jeu. On prend les photos des ZAC, la ZAC de Rennes, la ZAC de Strasbourg, la ZAC d'Angers, et puis on met les centres-villes, et puis on demande, essayez de trouver de qui c'est la ZAC. Eh ben, on a du mal, les ZAC. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se joue dans ces ZAC et dans ces problématiques? Vous allez me dire, oui... le contexte, en fait, on s'en fout un peu, quoi. On n'a qu'à continuer comme des bourricots. Qu'est-ce qui se passe si on continue comme des bourricots? Actuellement, on est dans un phénomène de métropolisation extrêmement fort. Rennes en fait partie. Je pense, et j'ai soutenu, que Rennes fait partie d'une métropole multicéphale du Grand Ouest français, avec Nantes, Rennes, Angers. C'est un triangle qui peut se constituer. Les métropoles ne sont pas que uniques. Et on a une croissance très importante en métropole. D'ici moins de 15 ans, vous, moi, tous ensemble, nous devons construire des logements pour une population de 11 millions de personnes. Ça représente une rue de 850 km, R+5 des deux côtés. La crise est finie. C'est fini la crise. Les opérations sont de plus en plus grosses. On n'a plus peur de rien. Avec cette construction de métropole, les gens veulent se défoncer. Ils veulent participer à quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu la taille des projets avec lesquels on joue. Nous, on joue Bordeaux. Seul architecte, 80 000 m². Grenoble, centre commercial, 80 000 m². Nice, on a défoncé le stade du Ray. On fait 450 logements d'un coup, ploc. À Asnières, à côté de Paris, on a pris 170 000 m². La crise est clairement finie, les opérations grossissent. Ça grossit tellement qu'à l'agence, on a fermé l'agence. On s'est dit, nous ne sommes plus adaptés. On ne m'a pas appris à l'école à construire d'aussi gros pâtés d'un coup. Donc il faut fermer. Il ne faut pas faire ça. Et donc on a réfléchi, on a mis au point la boîte à outils urbaine, la boîte à outils à fragmenter, comment on fragmente les îlots pour retrouver une échelle de ville qui soit à peu près correcte. Regardez ça, 1950, ça, c'est à Nantes en 2018. Non mais nous on est là, on dit ouais, l'environnement, on est vachement HQE, BBC, Zobi, etc. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas, on prend le petit commerce là-bas, on ne sait pas changer de façade. C'est tout pareil, c'est comme un sac Vuitton, le monogramme il est partout, sauf que Vuitton il n'en met pas sur la poignée, au moins. Là, ils mettent ça sur la poignée, la façade. Tout est pareil. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe avec nos 11 millions d'habitants? Il y en a 6 millions qui vont quitter les villes intermédiaires pour aller en métropole. C'est qui ces gens? Quand on a eu ça, c'était dans les années 50, les gens quittaient la campagne pour aller en ville. Et on leur a fait ça. On leur a fait la banlieue. Ils étaient contents, ils avaient une autoroute. Dans leur putain de ferme, il n'y avait pas d'autoroute. Donc ils avaient la bagnole. On leur a donné des vues lointaines, ils n'en avaient pas. Des chiottes, ils n'avaient pas de chiottes. Des baignoires, un appartement moderne, des caves, l'électricité. Donc ils étaient hyper contents. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et nous, on est en train de faire ça. Ces gens qui quittent ces villes intermédiaires, c'est des gens, c'est ce qu'on appelle l'exode urbain. Ils quittent la ville pour retrouver la ville. Mais ça, c'est pas la ville, c'est la banlieue.
à Toulouse hier, j'ai dit devant tout le conseil municipal et toute la profession d'architecte, vous n'êtes bon qu'à fabriquer de la banlieue. Vous n'êtes pas capable de prendre conscience de ce que vous faites. Les métropoles sont en concurrence les unes avec les autres et il s'agit de faire la ville. Il y a des conditions du projet métropolitain. Il y a 5 conditions du projet métropolitain. Il faut construire sur les nouveaux nœuds de la mobilité, le tramway. Actuellement, on construit n'importe où, de temps en temps sur le tramway, pas à côté. Il faut impérativement construire de manière avec de la mixité. Ça, c'est pas de la mixité. Il y en a à peine. Il y a juste des commerces en bas, puis tout le reste, c'est tartiné en logement. La mixité, c'est de haut en bas, du bureau, du logement, du commerce, du coworking. Et dans la catégorie logement, on doit encore être mixité. On doit aujourd'hui arriver au point que si je vous dis je fais du logement, vous me dites je comprends pas ce que tu fais. Alors qu'aujourd'hui, je vous dis, je fais du logement, on voit, ah ouais, le mec, il fait un 3 pièces avec coin nuit, coin jour, 63 mètres carrés. Son programme, il doit y avoir 40% de 4 pièces, 35% de 3 pièces. Je vois ton truc, ouais, je vois bien. Eh bien non. Maintenant, on fait du volume capable, du volume du logement augmenté, du co-logement, du co-living. Il faut complètement revisiter sa manière de faire du logement. Il faut revisiter sa manière de faire du bureau. Le bureau, il y a le coworking. Par exemple, à Bordeaux, nous ne faisons pas de logement de 5 000, 10 000 mètres carrés. Aujourd'hui, quand on fait des programmes de bureau, c'est des pâtés de 10 000, des pâtés de 5 000. Donc, en bas de l'immeuble, le matin, on n'a qu'une seule catégorie de personnes, les fumeurs de chez Orange. Vous imaginez la ville comme ça? C'est-à-dire, sur un énorme morceau de trottoir, on n'a que des fumeurs de chez Orange. Après, on n'a que des fumeurs de la SNCF. Mais ce n'est pas la ville, ça. C'est des ghettos. Et donc, il faut construire, et donc c'est une des conditions de la hauteur, il faut construire avec une hyper-mixité. Ensuite, l'autre condition, c'est une condition de la matérialité. Les gens, l'exode urbaine, ils viennent en ville et donc ils veulent trouver les valeurs de la ville et il faut réapprendre à construire avec la matérialité de la ville et non pas avec des saucisses Herta que je vous ai montré tout à l'heure. Les valeurs de la ville, c'est le minéral, c'est le gras, le bon gluten qu'il faut réapprendre et il faut arrêter de construire des bâtiments anorexiques. Ce bâtiment-là est complètement anorexique. C'est une tôle de 1 mm d'aluminium qui est vaguement pliée et qui va se barrer en sucette dans les 10 minutes de son existence. C'est honteux de faire ça. Et qui va tenir au silicone. On finit au silicone. Le mec, il a 2 bouteilles de silicone dans le dos, le tube, et il est là. Bon, on fait le fil réserve. Alors, le panneau tient pas. C'est bon. Ensuite, je sais pas quoi, la baignoire, il y a un joint. C'est le même mec, il est tout en silicone, il silicone tout. Tout est siliconé, on fait bon, je lève les réserves, le bâtiment est fini. Voilà. Quand il est entièrement siliconé. Il faut revenir au sceller les choses, fusionner les choses ensemble. On ne sait pas le faire. On est la société du joint creux, la société de l'agrafé, la société du collé, du siliconé. Regardez ce qu'on fait en 2018. Ça, c'est youpi, non? Ça vous fait rêver? Le sujet de la tour, qui était un sujet très intéressant, on l'a déjà galvaudé. C'est déjà un truc merdeux. Alors que la tour, on disait, oui, moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, il y a de ça 5-6 ans, on disait la tour, c'est quand même bien qu'on puisse faire des tours en France, on va faire ça bien, c'est des signaux architecturaux. Regardez les signaux architecturaux. Voilà. Et puis, donc, pour revenir sur cette histoire de matérialité, il faut aussi, c'est dans le jeu, il faut aussi pouvoir se dire à Strasbourg comment on fait quelque chose qui raconte l'histoire de Strasbourg. Comment à Rennes, on va raconter l'histoire de Rennes. Comment à Nantes, on va raconter l'histoire de Nantes. C'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit plus de faire ces bâtiments-là, ici, des passe-partout, de la banlieue. Ça, c'est un bâtiment qu'on est en train de faire, qui est sur le tramway, on le voit ici, qui va à Strasbourg. On n'a pas de verticalité et on travaille sur tout un tas de jeux de codes strasbourgeois détournés. On a retrouvé des pierres roses. Il faut essayer de réapprendre une nouvelle manière de travailler de manière contextuelle.
Ça, c'est à Asnières, c'est 260 000 m². On fait une tour. Il y a énormément de bâtiments en pierre dedans. On travaille sur une très forte mixité d'architecture. Vous voyez, là, tout ce que vous voyez, tous les bâtiments là, on les fait. C'est l'inverse de j'ai une seule trou, une seule peau en aluminium, je la tartine partout. Ça, c'est une opération à Marseille qui fait, pareil, 50 000 m². On a 2 tours. On a travaillé, tout ce que vous voyez, c'est de l'agence, tout ça. On a travaillé sur une mixité, des différences. Par exemple, on a des logements plus bas, ils ont 3,50 m sous plafond. On a mis au point une tour avec en haut les terrasses avec des vues. Donc il y a des logements en bas qui peuvent avoir des vues en haut, des partages, des terrasses collectives. Ça, c'est une autre opération qu'on vient de gagner au Kremlin-Bicêtre dans le cadre du réinventer, la réinvention 4. C'est à réinventer la métropole. C'est sur la gare du Kremlin-Bicêtre. C'est une tour avec une très forte mixité. On a un bar panoramique en haut, on a des logements d'étudiants, des logements augmentés, des logements capables. On a une petite cité de chercheurs et puis des commerces. Ça, c'est une autre opération à Nice, toujours sur ce travail sur comment on fait des choses qui sont situées. Donc là, on a rasé le stade du Ray. On voit ce petit bâtiment ici. Quand notre opération, qui est végétale, parce qu'elle côtoie en fait le nouveau parc du Ray, donc on a le parc du Ray qui se prolonge en fait en façade végétale. On le voit ici, ça c'est devant le parc du Ray qu'on dessine, on fait l'ensemble. Et puis quand cette opération arrive sur le boulevard urbain, qui est le boulevard Gorbella de la ville, eh bien on se morcelle. On morcelle nos bâtiments pour essayer d'arriver à ne pas foutre la foire dans cette rue marche. Et donc, par exemple, ici, on a un immeuble d'angle qui est assez petit. Il est fait en pierre banchée, de la pierre massive. Ici, on a un carrefour qui fait 6000 m². Normalement, on met le carrefour, et puis on met les joujoux dessus, et puis c'est ignoble, ça fait une architecture sur dalle. Là, vous avez un travail très très fin. C'est impossible de savoir qu'il y a un bâtiment qui fait 6000 m² qui est planté en dessous. C'est un travail donc qui est résultant de la boîte à outils urbaine. On a fait des citations, on le voit ici, d'immeubles niçois. On est allé shooter à la chambre et recenser. Vous avez l'appareil photo qui fait ça très bien, qui est dans la boîte. C'est un Hasselblad H6D 100. C'est un jouet qui vaut plus de 35 000 € la pièce et qui voit 8 fois mieux qu'un œil humain. Donc on se balade à Nice et on shoot tous les immeubles anciens pour les regarder. On est plus documenté que le niçois lui-même. Sur le balcon niçois, on leur donne des leçons. Les leçons, c'est le balcon, il est sur une dalle en marbre avec une ferronnerie, des détails de ferronnerie qui sont extrêmement intéressants. Et donc là, on se fait un petit immeuble niçois, un vrai plaisir. C'est un plaisir gourmand, on joue avec les colorations. On va voir l'ABF, on essaye de retrouver la chaux ancienne. Donc on a une petite citation d'un objet niçois, puis à côté il y a d'autres choses qui se passent. Et puis comme ça, nous, notre opération végétale arrive et vient se coudre au tissu urbain. Ça, déjà, si vous voulez, c'est extrêmement difficile intellectuellement dans une opération d'isoler un morceau et de jouer avec l'architecture locale. C'est un péché, c'est un blasphème, c'est un pastiche, c'est bourré de mots honteux. On est dans une période de transition vers autre chose. Pourquoi dans un bloc aussi important, qui fait plus de 400 logements, on ne peut pas avoir 10 logements qui, au moment de s'insérer dans la ville, n'insultent pas la ville, ne cassent pas son échelle. Nice a une échelle qui est très intéressante dans ses boulevards. Il y a une échelle de bâtiments, de rythme. C'est avec ça qu'il faut jouer. Matériaux. On vous a mis une peau de léopard sur du titane, pour vous montrer que les matériaux, ça peut être autre chose que de l'enduit gratté et du PVC. De la gratounette. Les matériaux, c'est probablement la chose la plus importante qu'il vous faudra connaître. Je vous ai mis un petit texte
sur la matérialité. J'ai travaillé en fait sur la matérialité en l'an 2000, il y a 18 ans. J'étais professeur à la EE School à Londres et je leur apprenais les problématiques de contexte et je leur apprenais aussi que à chaque contexte correspond une matérialité. Et si on n'a pas une pluralité de matérialité, on ne pourra pas aborder une pluralité de contextes. Le matériau, en fait, c'est la peau du caméléon qui doit changer de couleur et d'épiderme en fonction du contexte qu'il rencontre. Quand on demande aux étudiants à peu près combien de matériaux ils connaissent, ça va vous faire marrer, mais ils dépassent rarement 12 matériaux en 3 minutes. Au bout de 3 minutes, c'est Vous vous dites, ouais, mais moi je peux en faire 40 tout de suite. Faites l'essai, vous allez voir, à 12, vous allez coincer. Avec 12, ça veut dire que vous pouvez répondre qu'à 12 contextes différents. Si ça se trouve, il y en a qui se recouvrent, et donc vous pourrez répondre qu'à 8 contextes différents. Donc comment voulez-vous être architecte sur des paysages, des situations totalement différentes? Et donc, j'ai mis au point, comme Le Corbusier avait fait avec le système de proportion sur le modulor. Le modulor, en fait, c'était ni plus ni moins que l'emboîtation des cotes, telle manière à ce qu'une pomme puisse rentrer dans un cajot normalisé. Donc on mettait 8 pommes dans le cajot, on pouvait mettre 240 cajots dans le camion, et on pouvait mettre 680 camions sur un bateau et tant de bateaux dans le port. C'est ça la normalisation, A0, A1, etc. Ça a eu des dégâts considérables parce que la pomme devait avoir la même taille que la poire, qui devait avoir la même taille que la tomate, et donc ça a complètement détruit la biodiversité des fruits. On s'est mis à cultiver que des tomates qui étaient A8 pour rentrer dans A0, etc. Et donc aujourd'hui, il faut reprendre tout ça en main. Alors, j'ai mis au point donc sur la liste ici, en bas là. Donc on a nos 12 matériaux. Je vous ai fait littéralement, on prendra un exemple. On a les 12 matériaux et puis il y a des matériaux augmentés sur la première liste. Donc ici, les matériaux augmentés, sans trop s'énerver, quand vous les connaîtrez, vous en trouverez 12. Donc vous avez déjà passé à 24 matériaux. Comme ça, c'est pas mal de dédoubler sans se fatiguer la liste. Alors, parmi les matériaux augmentés, il y a l'air, le feu, la vapeur. Oui, la vapeur, ça existe. Il y a le bâtiment de Richard Escoffier sur le lac de Genève. On oublie, il y a le son, il y a la lumière est un matériau, il y a le feu, il y a pas mal de choses avec lesquelles on peut jouer. Les animaux sont des matériaux. Par exemple, j'ai fait une intervention en 2001 dans un parc de Saint-Cloud. Sans un arbre, j'ai fait une volière et j'ai mis 50 pigeons blancs sur un arbre qui était mort peint en blanc, et puis on avait l'impression que l'arbre bougeait. J'ai utilisé le pigeon comme un matériau architectural ou plastique d'expression d'un projet. Dans un bassin blanc, des poissons, des carpe-koi peuvent participer à une matérialité différente. On peut avoir une façade, par exemple, ça a été une proposition il y a assez longtemps, en aquarium avec des poissons qui se baladent et qui sont la matérialité du bâtiment. C'est possible de faire ça. J'avais proposé sous Jacques Lang, qui m'avait demandé de me défoncer, au musée de la magie, des murs qui étaient des aquariums remplis de viscères de porc. C'est une matérialité. De boue, de merde, c'est de la matérialité. Ça, vous l'oubliez. Vous ne connaissez que l'enduit gratté, siliconé sur du béton. Après, nous avons des opérateurs qui sont, leur boulot, c'est de dédoubler la liste. C'est-à-dire, vous avez 24 matériaux, immédiatement, clac, on en a 48. 48 matériaux. Ces opérateurs-là, en fait, on va les trouver dans l'art contemporain. C'est le vrai, le faux, l'archétype. Il y en a plein d'autres. On ne va pas en parler très longtemps ici, mais je vais vous montrer après comment on peut jouer avec, parce ça prend du temps, il faut environ 3 heures pour commencer à comprendre le truc. Mais par exemple, une fausse pierre ou une fausse fleur, c'est pas pareil qu'une vraie fleur. Donc déjà, c'est pas la même matérialité. Le vrai bois, c'est pas pareil que le faux bois, etc. Le faux bois est un matériau.
Et donc, c'est très intéressant de jouer avec dans des situations. On peut faire un mur avec une partie de faux bois mélangée avec du vrai bois. On peut avoir le faux bois qui est grisé, qui donne l'impression d'être patiné, le vrai bois de l'est pas, etc. Donc, on peut commencer à jouer à des choses assez intéressantes. Après ça, on a l'échelle. L'échelle est un matériau. Il y a le grand ventilateur fait par l'artiste Rachoum. Il y a My Dear Daddy, son papa en cire tout petit. L'échelle ne raconte pas la même chose. Un énorme caillou, c'est pas pareil qu'un gravier. J'ai fait un parquet chez un particulier en bois déroulé, en une seule latte de 30 mètres carrés. Donc il y a un seul bout, on voit le dessin ramageux. Je peux vous dire que le bois n'est pas suffisant pour qualifier cette matérialité nouvelle. C'est-à-dire quand on rentre, on ne dit pas « bon, c'est un parquet en bois ». On dit « waouh, je ne sais pas ce que c'est ». Pourtant, c'est du bois. C'est un autre truc. Donc l'échelle. L'échelle participe à une nouvelle matérialité. Et quand vous les connaîtrez, vous vous direz que c'est plus intéressant de communiquer en dehors de la liste, c'est-à-dire dans les opérateurs. J'ai repéré, pour ma part, il y en a combien ici là 1, 2, 3, 4, 5. 5 opérateurs. J'en connais personnellement 15. Mais pour vous faire l'exercice mathématiquement avec 5 opérateurs, on arrive par toutes les combinaisons, on arrive à 300 matériaux. Donc avec vos pauvres 12 matériaux, en dédoublant et avec 5 opérateurs, on passe à 300 matériaux. C'est saisissant. Et on s'aperçoit en fait que finalement, c'est pas tant les matériaux qui sont fabriqués là, c'est plus intéressant les combinaisons. Donc on les voit ici, ça commence à combinaison interopérateurs. Vous avez les opérateurs ici basiques qui dédoublent à chaque fois, et après ça, on fait des combinaisons multi-opérateurs. Alors je vais vous prendre un exemple parce que ça a l'air de fumer. Vous prenez une planche en vrai bois, vous lui collez un opérateur d'archétype, le chêne fil. Donc c'est un chêne qui est inexpressif, d'accord ? Vous allez prendre un opérateur de vrai faux, c'est-à-dire que vous faites ça passe en faux chêne. Vous combinez les opérateurs. Vous lui collez un opérateur d'échelle, donc c'est un faux chêne agrandi, d'accord ? Archétypal ramageux, que vous allez graver sur le chêne d'origine, qui est un chêne fil. D'accord ? Vous suivez ? Donc vous allez avoir un dessin de chêne idéal agrandi, qui donne l'impression que c'est un très vieux chêne, qui est regravé sur un chêne inexpressif. Quand vous voyez ça, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est du bois ? On ne sait pas répondre à la question. Parce que c'est du bois et du faux bois tout à la fois. Mais c'est du faux bois sans la matérialité du faux bois. On ne sait pas ce que c'est. Et je peux vous dire, on a fait, nous, des murs comme ça. Les gens, ils font « waouh », ils ne savent pas ce que c'est. C'est extrêmement intéressant. Et donc, quand on rentre dans la combinaison interopérateur, là, on peut commencer à faire joujou. Donc, nous, à l'agence, on a d'une infinité de matériaux. J'ai enseigné cette nouvelle technique d'approche de la matérialité à East London en 2000 sur un sujet réduit à une case. La case brique. Puisqu'il m'avait dit « brick is boring ». Édouard, le contexte à Londres, c'est la brique. On ne veut pas faire de bâtiments en brique, ça pue, c'est nul, c'est naze. La brique, c'est con. C'est pas de l'architecture. L'architecture, c'est du béton bien dur avec du vitrage et des trous. Je leur ai dit, les mecs, je vais vous donner de quoi démultiplier la brique. Je leur ai donné les opérateurs, les combinats interopérateurs. Ça fait 18 ans, il y a toujours une session briques à East London. Ils n'ont pas fini de trouver des briques différentes. Il y a le négatif qui est un opérateur, le négatif de la brique. On a vu Rachel Whitehead, c'est un opérateur qui joue avec le négatif de la forme. Donc il continue et tous les ans, il m'envoie, j'ai une collection qui approche des 600 manières de faire des briques différentes. Alors qu'avant, il m'avait dit « brick is boring ». Matérialité, en 1999, j'ai fait de façade en gabion végétalisé. On peut voir la matérialité, le bon gras, le bon gluten, c'est extrêmement important dans l'architecture qui veut s'intéresser au paysage.
la ganivelle de bois de châtaignier tressée au fil d'inox. Ici, c'est un bâtiment des tours qu'on fait au Maroc. Hein, la matérialité, c'est en fonte d'aluminium fait par des artisans, donc très épaisse. C'est fait morceau par morceau. J'ai fait un appel d'offres à tous les artisans, les petits producteurs marocains. Ils viennent me voir en me disant « Édouard, j'aimerais te faire quelques, on appelle ça des fleurs, quelques éléments de fleurs. » Donc j'en ai dans tous les ateliers de Casablanca. Et pour assembler ces pièces-là, comme le Marocain n'est pas super doué pour la qualité de soudure, hein, on a acheté un robot soudeur 5 axes en Turquie qui automatiquement fait les soudures. On les dispose à plat et le robot soudeur exécute toutes les soudures. Hein, et donc on a 60 000 pièces de fonderie soudées qui constituent en fait la matérialité du bâtiment. À Versailles, une façade en bois sculptée numériquement. Hein, devant le château, à côté du château de Versailles. On peut jouer sur des matérialités différentes. Et puis là, dans une ZAC de Christian de Porte-Zampar, j'avais besoin de me détendre. C'était trop lourd. Il y avait des attendus d'enduit grattés. J'étais avec un très mauvais promoteur, un petit promoteur qui sait tout, qui sait exactement vendre ses petits pains. Il est là. Alors il met devant les petits pains. C'est exactement comme le bar du TGV. Vous voyez, le mec, il met les petites bouteilles ici. Ensuite, là, il a les Smarties. Ensuite, ici, il a, je sais pas quoi, des chips. Là, il a les petits paquets de saucissons, voilà, et puis il a son petit univers là, il attend le chaland. Et donc lui, il m'a acculé à mettre les petits 2 pièces, le balcon qui regarde la Sainte-Marie, le je sais pas quoi, l'autre truc, là où il faut le penthouse, parce que le penthouse, c'est là où il fait son fric. Et donc quand tu regardais la volumétrie, c'était ignoble. Je sais, depuis que je joue avec la matérialité, que la volumétrie, on n'en a mais rien à foutre. La proportion n'existe plus. La proportion a chu au profit de la matérialité qui intervient sur la proportion. Un petit exemple que je fais, en 2000 à la EE pour faire choir la proportion. La proportion, c'est 1 sur 1,618 qu'a mis au point Le Corbusier. Vous êtes au courant. Hein, on dit que ça, c'est la meilleure proportion qui soit. Bon. Quand on fait un test, on appelle 100 personnes et puis on leur demande. Alors, le test se fait avec des rectangles qui ont tous la même surface, hein, qui font 10 cm². Donc, on a un carré 10 sur 10. Après, on fait 1 sur 9, 1 sur 8, machin, etc. Donc, on a toute une panoplie à surface égale. On demande aux 100 personnes quel est celui avec lequel vous avez plus d'affinité, qui vous semble mieux. Bon, à 72%, ils choisissent celui qui est 1 sur 1,618. On dit, c'est la proportion d'or. Moi, à la EE, je prends les mêmes joujoux que Le Corbusier et je demande à quelqu'un de me dire laquelle on doit choisir. Quel rectangle. Ils me disent, par exemple, il faut qu'on choisisse du 1 sur 6, majoritairement. Donc, on va faire l'exercice. Majoritairement, à plus de 85%, c'est comme supérieur à Le Corbusier, on va choisir 1 sur 6. Comment je fais? Et après, 10 minutes après, l'ensemble des 100 personnes vont choisir 1 sur 4, à surface égale. Alors que Le Corbusier, c'est toujours 1 sur 1,618. Donc, je prends le merveilleux corps de Cindy Crawford, par exemple, si c'est 1 sur 6, je coupe ras la foufounette, je remonte le sein, hop, j'attrape au-dessus de la bouche, je redescends, je colle ça en 1 sur 6, je mets Cindy, je mets tous les autres rectangles, je peux vous dire, ils choisissent tous Cindy. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, la matérialité prime sur la proportion et que le test, le présupposé qu'on ne dit pas de Le Corbusier, c'est que pour réussir son test, ça ne marche qu'en l'absence de matérialité, blanc, qui est l'architecture de Le Corbusier, blanc, hygiène, blanc, abstraction, blanc, non-réaction au paysage, hein, on voit sur la Villa Savoie, hein, et donc pour ça, s'il n'y a pas de matérialité, à ce moment-là, c'est un jeu de proportion.
D'où tous les systèmes, les combinats qu'il a fait dans le Modulor. Donc là, pour venir à mon pauvre promo, je le laissais faire, mon projet. À la limite, c'est assez drôle, c'est lui qui se fatigue. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Tu as un petit duplex là-haut, une boîte, ça se vend, mettre un cabanon ici sur la terrasse. Il me dit, ah, c'est pas mal, ça se vend. Et puis à la fin, je lui mets une peau de python sur la tronche, et puis on voit plus rien. Voilà. Et comme ça coûte une blinde, on déshabille une façade violemment. On fait une façade toute verte, complètement lisse, et on dessine une espèce de non-façade. Voilà. Et puis on est dans les prix. Donc voilà mon petit promo. Donc ça, la matérialité, elle est faite c'est une copie très exacte d'un sac Prada que j'ai fait agrandir par un stagiaire. Et donc on est en inox, zinc patiné, aluminium. Donc c'est pas de la peinture, c'est de la super bonne cam, le truc. Voilà, on voit, c'est pas mal, le truc. En même temps, t'aimes mon sac, t'aimeras mon immeuble. Bon, c'est le projet préféré d'Elle Magazine, des magazines féminins, et ils sont en train de le publier partout. Voilà. Matérialité, je fais un groupe scolaire où je m'étais intéressé à un processus. Quand un architecte fait un groupe scolaire, il peint tout est blanc, tout est en matériaux, je ne sais pas comment on appelle ça, le plâtre, plaque au style. Et puis on peint, puis après ça on dit on n'a pas de budget pour la déco. Moi j'ai refusé l'eau peinture. Voilà, il n'y a pas de peinture. Tout est en matérialité différente. Ça, c'est des fenêtres Lapeyre. On voit, il y a des poutres qui sont en tronc d'arbre. Donc, on a absolument tout mélangé. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de déco. Ici, on a une façade qui est collée sur des morceaux de BA13. On a du contreplaqué. Et donc, l'école n'a aucune peinture. On s'est interdit la peinture. Matérialité, ça c'est par exemple la manière d'amener l'électricité dans des tubes de cuivre parce qu'il y a du béton, c'est une réhabilitation. Ici on voit, ça c'est une vasque en auge de caoutchouc sur un tronc d'arbre. Matérialité toujours, les plinthes, pourquoi on fait des plinthes peintes? Une plinthe ça peut être juste une peau de bois avec la mousse dessus. Ça c'est les plinthes chez moi, et ça c'est la corniche chez moi en haut, en tube, qui se balade avec les évacuations. C'est un duplex, comme ça je peux avoir ma baignoire au-dessus. Matérialité toujours, vous êtes là à pleurer l'ardoise, l'ardoise ça se peint, on peut la peindre. Voilà, nutrition, construction. Là c'est encore un très gros boulot que j'ai fait. J'ai vu venir, ça c'est un tableau que j'ai fait en 2003, j'ai vu venir les problématiques de santé. Ça, si vous voulez, d'un côté, vous avez ce qui nous a amené la modernité, et c'est ce vers quoi on va. Actuellement, on est en train de fabriquer des gens qui sont obèses, alors qu'ils n'ont aucun parent obèse. C'est-à-dire que la bouffe est tellement ignoble ce qu'on leur fait bouffer qu'ils en sont malades. Et donc, à ces problématiques de malbouffe qui détruisent la santé, on a l'équivalent en mal construire. C'est très intéressant. On a des matériaux qui rendent malades, on a des tas de problématiques dans le bâtiment. Et donc, je me suis dit, je voudrais arriver à faire une classification raisonnée de la nutrition pour pouvoir jouer facilement. Là, par exemple, ici, on perd 1 kg par jour si vous mangez dans cette colonne. Vous allez prendre 1 kg, vous perdez 1 kg par semaine dans cette colonne. Vous allez prendre 1 kg par semaine dans cette colonne-là, et puis vous allez prendre 1 kg par jour dans l'autre colonne. Ça a été joué, c'est Super Size Me. Ça marche extrêmement bien. Si vous avez des problèmes de perte de poids, vous allez vous coller là-dedans. Bon, ça c'est une classification assez simple à la française par genre avec leur exception. Par exemple, la volaille, l'exception c'est le blanc de poulet. Je pense qu'un architecte il doit faire des recherches en dehors de son sujet pour essayer d'investiguer autre chose. Et puis une fois que j'avais fait ça, j'étais assez content. Et je me suis dit finalement, donc ça c'est un travail que j'ai fait il y a 15 ans. Donc j'ai anticipé tous les problèmes agroalimentaires. Actuellement on est en train de faire un livre
architecture, agriculture, même combat. Et puis je me suis dit, finalement, c'est plus complexe que ça. Il y a des jokers, un peu comme les combinats, qui arrivent à finalement faire des choses assez subtiles. Il y a les jokers descendants qui vous font bouffer moins. On va juste regarder les jokers décalants. Dans l'architecture, on a des choses, vous avez vu le jeu sur la matérialité, il y a des jeux aussi sur la nutrition. Ces deux sujets sont connexes, sont intimement liés, et donc il faut regarder le monde de l'art et le monde de la bouffe. Pour vous donner, par exemple, la cuisson est une forme de digestion, mange cru. Ça veut dire qu'en fait, tu vas décaler en fait, d'une demi-colonne. Mieux vaut entier que râpé, qu'en purée, qu'en jus. C'est-à-dire qu'en jus, c'est immédiatement assimilable. Entier, ça l'est beaucoup plus difficilement. Plus c'est acide, plus tu décales, mets du citron, du vinaigre. Repas au thé vert, tu beurras tes graisses. Faire du sport, tu décales ton repas d'une demi-case, etc. Il y a même plaisir n'est pas habitude. Une fois par semaine, tu peux manger n'importe quoi. Mange bio, tu décaleras. Ça, c'était en 2003. Tu décaleras. C'est assez vrai parce que quand on mange bio, les animaux n'ont pas mangé n'importe quoi, donc ils ont une graisse à peu près naturelle, bon gras, qui est assimilable, alors que les animaux de la malnutrition, ils ont une graisse qui est absolument impossible à digérer. Végétal, c'est un sujet sur lequel je suis connu depuis très longtemps. En 1995, je faisais ça. C'est ça que j'ai dans la tête depuis plus de 20 ans. C'est un petit bâtiment que j'ai fait, c'est les hameaux de gîte à Jupy, près du Mans, qui existe toujours, vous pouvez aller voir. Maintenant, c'est extravagance, c'était à l'inauguration. Maintenant, ils sont planqués dans une espèce d'extravagance bocagère. Végétal. Le végétal permet de faire des choses. Ici, c'est une tour au Sri Lanka de 300 mètres. Devant, ici, un bâtiment historique anglais. Et donc, on reconstitue un paysage de thé. On est à Ceylan. C'est une sorte de bâtiment paysage qui est coupé net comme une extraction de montagne. Bâtiment végétal, paysage, toujours. C'est la première tour qui a été faite par la ville de Paris après les années 70. Anne Hidalgo est passée dans mon bureau à l'agence et m'a demandé « J'aimerais que tu fasses la première tour de Paris ». Donc je lui ai imaginé ce truc. Voilà. Je lui ai dit « Voilà ta tour, Anne, c'est une sorte de tache verte, c'est un mont valérien en plus ». Elle m'a dit « Là, entre les deux bâtiments, tu fais aussi une proposition ». Je dis « Non, ça c'est les arbres, ça c'est pas moi ». Et donc on a fait un bâtiment qui porte des valeurs avec une matérialité très forte qui est en titane pur, qu'on est allé faire au Japon, qui change, qui a des irisements assez intéressants. La végétation pousse dans des tubes qui font 3,50 m de long. On a fait des prototypes pendant plus de 3 ans. J'ai des prototypes dans le Jardin botanique de Nantes, j'en ai à l'école du Breuil, et on fait pousser des arbres dans des tubes. On travaille avec des racines casmophytes. Et un matin, il a fallu, donc on avait 70 tubes en expérimentation avec des capteurs, dont certains étaient même enfoncés dans le sol pour avoir une température, pour voir si la température homogène favorisait la croissance. Et devant TF1, journal télévisé, 20h, on a coupé les tubes à la scie, on les a ouverts pour voir si les racines poussaient. Je peux vous dire, ça fait les boules, parce que si jamais ça ne poussait pas, devant tout le monde, j'avouais que mon bâtiment était foiré. Ça a poussé très bien, les racines étaient allées jusqu'au bout du tube, 3,50 m. Donc on a des croissances de chênes qui sont jamais vues dans ce genre de truc. Même en pleine terre, les chênes ne vont pas à cette vitesse. On a des chênes, des plantes qui sont de croissance assez lente, qui ont fait en 2 ans 2,50 m de croissance. Donc là, on a des petits problèmes avec Paris Habitat qui ne veulent pas mettre des vers de terre dans les tubes pour avoir un milieu vivant avec du bois. Donc, à coup de recommander, hier, ils ont dit vas-y, il faut le faire. Voilà. Donc ça va aller, je pense, assez vite. On voit ici la croissance des plantes à l'assaut de la maille. C'est un bâtiment qui est entièrement dans une maille inox. Végétal, toujours en 2003, j'ai fait ce premier bâtiment à Paris.
Ça a été assez difficile à faire parce que le permis de construire a été volé. Comme ils ne voulaient pas que j'ai le permis, parce que c'était une insulte à l'architecture, ils ont volé le permis de boulevard Morland. Et donc on me disait, on ne sait pas où il est, donc on ne peut pas te donner le permis. Et puis ça a gueulé, on a menacé de faire un procès, on a retrouvé mon dossier de permis de construire dans les chiottes du boulevard Morland. Et donc on a pu l'instruire. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire le maximum possible pour que je ne fasse pas ce bâtiment. Bâtiment, ça c'est pas du Photoshop, c'est un bâtiment à Paris dans des petites venelles avec des échelles très singulières. C'est ce qu'on appelle le pavillonnaire, ça porte d'autres noms, je ne sais pas comment ça s'appelle. On a ça à Rennes, le faubourien, voilà, c'est dans une zone faubourienne de Paris. Une tour à Nantes qui s'est mal finie. Je vais faire la première tour de Nantes et puis l'architecte Smet, finalement, c'était Chemetov venait d'être viré et puis finalement il a eu ma peau et le projet ne s'est pas fait. On était allé jusqu'au PC. J'ai joué un peu avec les médias contre Hérault pour bien me foutre de sa gueule. Ça, c'est une tour qui ne se fera pas. On a eu la faveur du public. On a été blackboulé par la compagnie de Fasbourg sur un bluff, parce qu'à la place, il va faire les molaires. Il va faire un musée des collectionneurs sur lequel il n'a pas le début du financement, qui ne marche pas. Je suis interrogé par les notaires Chevreux sur comment vont finir toutes ces compétitions de réinventer la réinvention 4, réinventer 8. Ça va très mal se finir parce qu'il y a des gens qui jouent avec une variable que le politique ne voit pas parce qu'il n'est pas compté, cette variable. La variable, c'est le mètre carré. On ne touchera pas au coût. On s'est engagé à acheter le terrain, 50 millions. Ça, si on l'achète, 40, le Conseil d'État va vous casser votre truc. Si l'image, c'est pas ça, eh bien, à ce moment-là, la population va gueuler parce que c'est médiatisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les mètres carrés. Donc, on est une société, vous allez voir les nouvelles réinventer la réinvention. À la fin, pour pouvoir tenir les promesses que le politique vous oblige d'avoir, ça va donner des immeubles bouffis. Donc les dents de la chance qu'il a mis son musée, il va pas le faire, il va faire un énorme truc bien bouffi. Voilà. J'avais fait un truc, un immeuble avec sur un îlot de très forte mixité. Donc c'est un immeuble très très fin avec en haut un bar panoramique avec des chambres d'artistes sur la Maine. Traçabilité, saisonnalité, santé, équité, territoire, éthique, écologie, c'est des mots qui vous parlent en tant qu'architecte ou futur architecte. N'oubliez pas, je suis aussi dans la nutrition, je regarde. J'étais conseiller de la Jeune Rue, Cédric Naudon, près de la République. C'était un laboratoire très intéressant. J'étais conseiller sur l'agriculture urbaine. Et puis j'ai acheté une maison à Guérande. Elle a fait scandale. J'avais peint le toit. Et puis la maire a trouvé ça bien. Elle ne se présentait pas. Elle m'a dit, donc 15 jours après la livraison de ma maison, sur la plage, on m'appelle pour devenir maire adjoint chargé de l'urbanisme. J'accepte. Je perds les élections à 2 voix près, mais entre-temps, j'avais totalement conceptualisé tout ce qui se passait dans le coin. Je suis à Bas-sur-Mer. Bas-sur-Mer, c'est la capitale du sel en Guérande depuis le Moyen-Âge. J'ai proposé de faire l'excellence du sel en Guérande à Bas-sur-Mer, de porter Grand Cru de Bas comme étant l'excellence, de changer entièrement la production. Alors, avant la campagne, je ne savais pas ce que c'était la fleur de sel. À la fin de la campagne, la population a trouvé ça intéressant, mais le tête de liste étant militaire est allé buter l'autre liste, donc finalement ça n'a pas fait, à quelques voix près. Et mon président de campagne m'a dit « j'aimerais faire ça avec toi ». Et puis nous avons fait cette boîte de sel, qui est Grand Cru de Bas. Aujourd'hui, elle emploie 25 personnes. À la fin de l'année, donc elle a 4 ans, à la fin de cette année, on va employer 50 personnes. On est considéré comme le meilleur chef. C'est le sel officiel du CAS, c'est l'officiel de celui qui est mort là.
Bocuse, l'Académie Bocuse, on fournit l'Élysée, on fournit Buckingham Palace, on fournit la Principauté de Monaco, on fournit Poutine, on fournit la Maison Blanche, on fournit tous les chefs de France. On est en train de rentrer sur les plateaux repas Air France, sur les plateaux repas de Le Nôtre, sur les plateaux repas d'Aloyau. C'est une boîte en pleine expansion, j'y connaissais rien au sel, j'ai simplement appliqué ces petits mots qui sont là, traçabilité, saisonnalité, santé, équitable, territoire, éthique, écologie. Il y a des pendants entre l'architecture et la nutrition qui sont extrêmement intéressants de regarder. À petits producteurs, mettez artisans. Hein, il y a des pontages absolument permanents. Recyclage. Il faut aborder cette question du recyclage par la qualité. Vous voyez, par exemple, alors vous avez un de mes stylos en or, qui est en or massif 18 carats, qui est dans la boîte. Oui, il y a de la bonne cam dans la boîte. Moi, je ne vous mets pas le tube de silicone dans le cul, c'est pas mon truc. Hein, donc, il y a mon stylo en or qui pend. Hein, je l'ai depuis que ma grand-mère me l'a donné, qu'il l'a depuis je ne sais pas combien de temps. Et regardez toutes les merdes que vous jetez. Moi, j'en ai qu'un. Hein, donc là, j'en ai pris un autre, parce que j'en ai deux. Hein, un porte-mine. Hein, c'est un or massif 20 carats. Et je n'utilise que ça. Donc la question du recyclage, ça passe par le haut de gamme. Si je vous donne une merde, vous allez l'acheter. Hein, ça, vous le jetez toute la journée. Hein, ça, par exemple, le bâtiment que je vous ai montré, il est en titane pur. Jamais personne n'ira jeter le matériau de façade de cet immeuble. Je suis en train d'éditer des robinets en or. Alors qu'avant ça faisait arabe, misérable dans un palais de plouc. Maintenant c'est le dernier truc, c'est d'avoir des robinets en or frappés du logo de recyclage. Les couverts en argent massif, c'est extrêmement intéressant. Le titane, c'est un matériau intéressant. Il faut réattaquer par le haut. Hein, ça, c'est une maison que j'ai faite, qui a été exposée à Bâle, qui est éditée. Brad Pitt et Angelina Jolie en ont acheté une pour mettre dans leur château. C'est en titane oxydé sous vide or. Mais le titane a une propriété. Si on l'énerve extrêmement fort, donc là on est à 380 degrés, sous vide, il change de couleur selon le niveau d'électricité qu'on lui a mis sur la tête simultanément. Donc c'est sa couleur naturelle. Il n'y a pas de peinture. Hein. Il peut aller du vert au rouge ou au orange. Il peut prendre toutes les gradations. Donc ça, c'est une maison en titane or. C'est moins oxydable que l'acier inox. Hein, on fait des choses au milieu marin qu'en inox, on ne sait pas faire. Vous voyez, c'est un matériau qui est complètement naturel. Avec cette sous-vide et la chaleur, il s'est mis à bouffir. Il s'est mis à avoir des boutons comme ça. Et puis il y a le recyclage aussi de l'architecture. Ça, c'est ma maison à Bas-sur-Mer. Elle était ignoble. J'ai acheté la maison la plus laide et je me suis dit, il ne faut pas la détruire, cette maison, finalement. C'est pas parce que c'est les années 70 que ça pue. J'ai pas retrouvé comment c'était avant, mais c'était vraiment très ignoble. Et c'est en peignant tout en blanc, avec plein de cicatrices, qu'elle a retrouvé, en fait, finalement, quelque chose de différent. Là, on voit le sol existant. J'ai cassé toutes les cloisons. Ça, c'est les réseaux existants que j'ai demandé à mon maçon de faire, sans dessin. Je ne suis pas prévenu que j'allais garder le carrelage existant. Il pensait que j'allais tout péter. Et après, j'ai mis des galets. J'ai joué avec des coquillages que j'ai trouvés sur la plage. Ça aussi, c'est plutôt que de démolir un bâtiment, de le foutre à la benne. Hein, vous démolissez le bâtiment et avec les gravats, vous reconstruisez le nouveau bâtiment en gabion de gravats. Hein, je suis en train de faire une usine... une nouvelle reconstruction d'usine en centre commercial qui est fait avec les gravats du bâtiment, les parties de bâtiment qu'on a démolies. Regardez la matérialité du truc, c'est absolument sublime. C'est fait en crotte de chèvre. C'est un morceau de brique, un morceau de parpaing, un truc ramassé par terre. On dit on peut rien en faire. C'est faux, on peut en faire un truc très intéressant. Ça, c'est le projet que je fais avec... on a une usine en arrière, donc c'est un bâtiment qui fait 80 000 m². On a une usine existante avec des morceaux de bâtiment qu'il va falloir curer. Et on va reconstruire pour partie avec tous les restes de démolition du bâtiment.
On travaille avec du recyclage, du recyclé. Par exemple, là, en verre, c'est une façade en pneus végétalisés, mais en vrai pneus, c'est entier. Des gros pneus qu'on empile, on fait des prototypes de pneus, on recycle énormément de choses. C'est une nouvelle manière de construire. La matérialité, c'est ça aussi, c'est pas que de la gratounette. Bon, mon client, quand je lui ai dit on va faire ça en pneus, en vrai pneus, bon, il s'est posé des questions, mais il a trouvé que c'était assez intéressant comme manière de faire. On travaille avec des conteneurs, mais pas des conteneurs formels, des conteneurs usagés, non peints, qu'on empile très simplement en tas. On fait un tas de conteneurs. Voilà différentes vues de la nouvelle usine. Actuellement, on est assez pointu sur le sujet du commerce. On a 350 000 m² de centres commerciaux en construction. C'est un sujet très intéressant, on n'a pas le temps d'en parler. Il y a Internet, le commerce physique, comment ça marche ensemble. Il y a des choses qui bougent. C'est des lieux où on peut expérimenter de manière incroyable parce qu'il faut que les gens aient envie de rêver. Donc c'est plus un lieu marchand. En fait, le commerce tel que vous l'avez pu le connaître, le commerce de périphérie, c'est le lieu du meilleur prix. Donc on va chez Mammouth ou Casto pour trouver le Parpinos ou la saucisse la moins chère. Maintenant, c'est fini. La saucisse la moins chère, qui la vend? C'est Amazon. C'est Amazon qui vend la saucisse. Donc vous allez dans le commerce physique pour découvrir une nouvelle saucisse. Donc c'est un lieu de découverte, d'émotion, de culture. Et donc on doit jouer sur des nouveaux codes. Donc c'est extrêmement intéressant, ces sujets de commerce et actuellement d'hôtellerie. C'est les deux secteurs qui ont le plus de possibilités d'innovation. Recyclage de la banlieue, ici. Donc là, je suis intervenu dans une banlieue. On m'a dit, Édouard, tu peux tout faire parce que c'est nul. J'ai dit, c'est pas nul. Il y a des tours, il y a des bars. Les gens, ils ont quand même cru dans les années 70 à ça. Donc, on ne peut pas arriver et faire du négationnisme. On arrive, on dit, ça n'existe pas. Les gens me disent, ça n'existe pas. Mais quand je suis devant, je le vois, le truc. Je vois la barre, je vois les pavillons, je vois la ville derrière avec les petits trucs. Et moi, je dis simplement, je vais essayer de redonner envie aux gens d'aimer leur cadre. On ne peut pas tout raser, c'est pas intéressant de tout raser, il faut faire avec. Comment on fait avec? Et donc là, j'ai empilé des maisons de ville avec une barre, avec des pavillons. Ça donne toute une nouvelle typologie, ça fabrique une vraie complexité. La complexité peut se faire avec des éléments très ordinaires. Et donc ça fabrique un centre-ville. C'est tellement puissant que c'est devenu un lieu de tourisme, cet endroit. Les gens viennent voir en fait la banlieue de Champigny. C'est quand même pas mal d'arriver à ça, parce que normalement on ne va pas voir la banlieue. Donc là on va voir la banlieue. C'est un bâtiment qui a fait un reportage, journal télévisé, 20h, TF1, soir de Noël. Qui dit mieux? On est dans le plus haut niveau de la médiatisation. C'est un critère, la médiatisation. Donc ça, ce joujou, vous en moquez pas. On est au plus haut niveau de ce qu'on sait porter en architecture. Juste pour finir, parce qu'on a passé notre petite heure, on pourrait passer beaucoup plus de temps. Les nouveaux usages, c'est une chose qui nous intéresse à l'agence. Les tours, on a beaucoup travaillé sur la tour. Quand j'ai vu le sujet venir, j'habitais rue Madame à Paris, Saint-Germain-des-Prés, très joli appartement ancien avec vue sur la Tour Eiffel, très beau, très, très, très comme il faut, très grande famille. Puis je me suis dit, Édouard, il faut que tu te prépares, les tours arrivent, il faut que tu ailles dans une tour. Bon, je suis allé dans une tour, dans le 15e, la tour de Jean du Buisson. J'étais au 7e étage, dans un 3 pièces de 82 m². Bon, c'était un peu raide quand même. Pour un aristo, une fois, passé une année, je me suis dit, j'ai fait le tour du sujet, il faut que j'aille voir là-haut. Je voudrais aller tout là-haut, voir la vue. Donc j'ai demandé à Gessina, mon bailleur, de changer. Et puis un matin, la concierge me dit, ça y est, il y a un appartement qui se libère. Donc je dis, j'y vais.
Je monte, elle me dit, mais c'est un très grand. Je dis, je m'en fous, je vous ai demandé un appartement là-haut. Elle me dit, mais c'est très très grand. Ben, je m'en fous, moi. Donc ça fait 220 mètres carrés, et puis il y a une terrasse, 3500 mètres carrés. Je dis, bon voilà, en plus c'est bien. Et puis elle me dit, en plus c'est l'ancien appartement de Marguerite Yourcenar. Je dis, bon ben très bien, c'est l'ancien appartement, en plus c'est drôle. Et donc j'habite ce truc. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un effroi. Je me suis dit, en fait, ce système de tour, c'est un immeuble de 50 mètres. Si c'est pour mettre les gens les plus riches en haut et les prolos en bas, ça ne marche pas. On ne fait pas la ville pour ça. La hauteur, c'est pour autre chose. C'est pour des problèmes de non-étalement urbain. Et je me suis dit, il faut partager mon appartement. Et donc, j'ai inventé ce concept ici. Donc, on a le bâtiment. Et puis après, on a mis les terrasses en haut. Et donc, si les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, Matthieu 20,16, alors le logement le plus bas aura sa terrasse la plus haute et le logement le plus haut aura sa terrasse la plus basse. Amen. Donc on voit bien l'idée. Vous habitez au premier étage, plein nord, sur la rue. En même temps, ce n'est pas inintéressant. Et vous avez votre terrasse, dernier étage, plein sud, vue sur la montagne. Donc on croise les qualités. Ça s'appelle des logements augmentés. Je me suis baladé avec cette idée, il ne faut pas avoir peur. Et puis, Anne Hidalgo, je suis allé la voir, c'est ma copine. Elle m'a dit, Édouard, tu as déjà une tour. Pas 2 tours à la fois. Enfin, ça veut dire quoi? C'est une super idée. Elle m'a dit, ouais, c'est une super idée, mais pas 2 tours à la fois. C'est un peu comme chez les cochons. Il y a les auges, là. Et puis il y a un cochon qui est en train de manger sa bouffe dans son auge, et puis qui se déplace et qui demande dans l'autre auge. On lui fait, non, tu finis ton auge. Et donc Hidalgo m'a dit, tu dois finir ton auge à cochon, voilà, quand tu auras fini ton truc, tu auras peut-être un autre truc. Bon. Et finalement, je l'ai fait avec la Cogedim. On voit ici les logements, et puis les terrasses sont exceptionnelles, ça fait 6 mètres sous plafond. Quand vous arrivez en haut, vous avez un petit espace avec une kitchenette, un wawa, une petite entrée, et puis une porte, et vous sortez sur cette terrasse qui fait 6 mètres sous plafond. C'est un record absolu de vitesse de vente. L'ensemble de la tour a été vendu en 15 jours. Il y a des gens qui spéculent, qui sont en liste d'attente au cas où il y a quelqu'un qui se désisterait. Ce qu'on a inventé là, cette tour, ces espaces en haut, c'est des lots de copropriété en soi. C'est-à-dire qu'on vend un appartement, un cellier, un truc à voiture, là, un garage, pas de voiture, un garage et un balcon. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, les gens n'aiment pas tous aller en haut, et donc on croise les systèmes. Et ce faisant, on s'est aperçu qu'on peut donner la même valeur économique à l'ensemble des étages. C'est-à-dire qu'ils sont vendus tous au même prix. Ça dépend de l'association en fait, qu'on fabrique avec le balcon. Alors qu'aujourd'hui, rez-de-chaussée, ça ne vaut rien. Premier, deuxième, peut-être. Troisième, à partir du 6e, oui, ça commence à marcher. Donc il y a toute une partie de la côtelette qui est dévalorisée, quoi. C'est comme si vous prenez une côte de veau, mangez un morceau, puis alors là, vous jetez tout parce que c'est dévalorisé, ça vaut rien. Il faut manger toute la côte de veau, avec l'os compris. Là, c'est le cas. Tout a de la valeur. Et puis ce concept, finalement, ça a fait pas mal de bruit. Les Indiens nous ont appelés à Gourgaon. Donc on en fait, ils trouvent ça super génial, ça a des raisons climatiques. Donc ça, c'est des immeubles qui font 130 mètres de haut, des appartements qui font 1000 mètres, qui sont autour d'une piscine. On a eu du mal à appréhender 1000 mètres carrés. Et le client m'a dit, 1000 mètres carrés, tu fais comme tu veux. Voilà. Si tu ne sais pas vivre dans 1000 mètres carrés, tu es un con. Donc on a appris. Et puis au Qatar, donc là ici, on voit en haut, ils ont leur séjour dans de comment ça s'appelle, dans de laiton découpé. Donc on a le logement et puis en fait son séjour en l'air. On est retourné à Gurgaon en Inde, donc le client en est fou, il a voulu m'acheter le concept avec un droit monde. Il n'a pas pu le payer parce que c'était trop cher, je vais le garder. Donc là, c'est un très grand centre commercial ici, avec une tour d'hôtel, avec la piscine au milieu, avec ici une résidence-service et puis des bureaux. Ça fait 130 mètres de haut. Voilà, puis je voudrais juste finir sur cette dernière petite image auquel je tiens. C'est un projet que je fais à Bordeaux. C'est le dernier que je ferai à Bordeaux parce qu'on dit que ma gamelle elle est trop remplie, donc je ne peux plus aller manger. Donc parce que j'ai ça.
qui est une opération quand même un peu importante. Ça fait 13 000 mètres carrés. Et puis j'ai 80 000 mètres. Et donc là, j'ai fait des volumes capables. Donc c'est une espèce de trame. Je ne crois plus vraiment à la façade. C'est plus un truc qui m'intéresse. Déjà, quand j'ai fait le Fouquet's, vous vous rappelez, c'est une stagiaire qui a dessiné la façade. Moi, je ne dessine pas la façade. Je dessine les parkings. J'aime bien ça parce que c'est là où, si on ne fait pas gaffe, les parkings, ça peut ruiner un bâtiment. Donc c'est moi qui dessine les parkings. Les stagiaires, elles font les façades. Et donc là, je me suis dit, la façade, ça me fait chier. Je vais faire une trame. Et puis on va vendre des volumes complètement libres, vides, il n'y a rien dedans. Et puis selon les personnes, ils mettent ou pas des planchers, et puis ils mettent ou pas des cloisons. Et puis si on va au bout de l'honnêteté de la démarche, il faut qu'aussi ils puissent faire ses fenêtres. Parce que si vous mettez des fenêtres et que le mec il veut 3 mètres, il veut 3 étages sous plafond, il se retrouve avec des fenêtres en haut qu'il n'y a pas d'accès alors qu'il voudrait une grande verrière. Et donc l'idée, c'est qu'il est obligé de travailler en mélèze brute, il fait ce qu'il veut. S'il veut faire en bois tourné son garde-corps, on n'en a rien à foutre. Et on voit par exemple là, le bois le plus gris, c'est quelqu'un qui a commencé son truc avant, l'autre qui vient d'arriver. Et donc on a une véritable diversité, on a l'expression du vivant. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui et non pas du dessin. Les abrutis d'architectes qui mettent le volet comme ça, ici c'est rouge et là c'est bleu, et donc ils expliquent à quel point c'est génial, parce que quand on parcourt la rue comme ça, la façade est bleue et de l'autre côté c'est violet, c'est lamentable. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Voilà, vous avez des petits dépliants là-bas, avec des petits textes qui vous permettront de peut-être mieux comprendre le mode d'emploi de la boîte à l'intérieur. Mais allez regarder la boîte, les objets sont assez choisis, les textes sont choisis. On l'a fait assez intelligemment. Il y a déjà 3 écoles d'architecture qui veulent prendre la boîte. Mais dans mon agence, ils veulent que les trucs reviennent. On a une améthyste exceptionnelle qui est dans la boîte, qui est une des plus grosses améthystes de joaillerie qu'on puisse trouver. Donc elle a des propriétés, des influences sur la sensibilité, sur les émotions très importantes. À l'agence, on a une des plus grosses collections de pierres qui ont été choisies pour leur propriété, leur influence sur la création, la conception. Donc on a des brutes d'émeraude, on a des jaspes rouges gigantesques, et à chaque fois, mon critère, c'est 1, est-ce que ça a été trouvé sans explosif, parce que ça perd ses propriétés. 2, est-ce que ça a été exploité correctement, qu'on n'a pas foutu des enfants à en crever, et est-ce que c'est la plus grosse du genre. Donc on a, on a des labradorites qui sont hautes comme ça. C'est la plus grosse labradorite jamais extraite que j'ai achetée au propriétaire de la mine à Madagascar, qui est la mine de la labradorite. On a la plus grosse azurite qui est comme ça, jamais extraite au monde dans une mine en Chine, qui est la meilleure qualité. Et donc à l'agence, depuis qu'on a cette collection de pierres, on travaille 2 fois plus vite. C'est intéressant. Voilà. Nous entrons dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde. Il faut abandonner le rationalisme, toutes ces conneries. On entre dans un nouveau truc. Et ça va être génial. Vous pensez que la mutation va prendre du temps? Quoi? Vous pensez que la mutation va prendre du temps? Je pensais, il n'y a pas si longtemps, qu'on avait basculé. Et puis, je suis assez attiré par tous ces logos là que j'ai collés sur la boîte. Et puis, l'idée m'est venue de de les imprimer sur un très beau tapis en relief et de marcher dessus. Je sais pas, j'avais cette attirance. Et puis, j'ai des copains qui sont à un niveau d'éthique incroyable, qui s'occupent de chaînes alimentaires, qui s'occupent d'agroforesterie, des mecs vraiment très très pointus au niveau éthique. Et ils m'ont dit, Édouard, on aimerait avoir ton tapis pour marcher dessus. Donc je me suis dit, ça m'a fait réfléchir. Et en fait, j'ai pris conscience que ces logos n'étaient pas faits en fait pour j'ai noté la phrase, je ne sais pas où je l'ai mis.
Oui, les labels ne sont pas là pour prolonger le modèle. Hein, non, les labels sont là pour prolonger le modèle et non le réinventer. Hein, et donc ça, c'est assez difficile. C'est pour ça qu'intuitivement, j'ai envie de marcher dessus. Parce qu'en fait, ils sont faux. Hein, on balance ces labels sur des trucs qui sont faux. Alors c'est mieux qu'avant, mais ça prolonge le modèle. Or, il faut le réinventer. En fait, on va passer par la réinvention du modèle, qui va nous poser d'ailleurs des problèmes économiques assez importants. Parce que par exemple, quand je dis à Juppé, je vais tout construire 100% en pierre, on n'a pas le modèle économique. On ne sait pas comment ça coûte. Bon, mais il faudra bien que ça rentre dans un modèle économique. Donc j'ai un laboratoire au Portugal avec 5 personnes, j'ai un laboratoire en Italie, je connais toutes les technologies, toutes les machines numériques, j'ai un laboratoire à Bordeaux pour faire des recherches. Hein, donc ça va prendre, je pense ça va prendre du temps. J'aimerais que ça aille plus vite. Je pense que c'est les problématiques environnementales qui vont accélérer les choses. Par exemple, j'étais à Toulouse hier. Il y a un vrai problème, il n'y a plus d'eau dans la Garonne. Donc il y a des arbitrages qui vont être faits. Les arbitrages sont rarement faits sur l'agriculture, alors que c'est eux qui consomment 92% de l'eau en France. L'agroalimentaire, c'est du fric, donc on n'y touche pas. On tente de faire des arbitrages sur les humains, en leur disant tu réduis ton robinet, tu mets un bec verseur à ta douche qui fait zizi pouette pouette, tu mets je ne sais pas quoi comme connerie. Hein, on gagne 2 balles d'eau, alors qu'en fait l'agriculture c'est dément. Hein. Ainsi par exemple, donc pour finir ça, on va être obligé de passer en agroforesterie. On va être obligé de rendre le sol vivant. Actuellement, le sol, c'est un support pour Monsanto. C'est un espèce de beans pour mettre les racines. Et dedans, on met du Monsanto. Et puis, on arrose. Mais comme le sol est à découvert, il y a une évaporation fou. Donc, il faut qu'on retravaille, le sol vivant, le sol carboné, avec des vers de terre dedans, de la vie, alors que les sols qu'on voit dans la Beauce, il n'y a pas 1 gramme de vie, ni d'insectes, ni de bactéries, ni de champignons, ni de mycoses dedans. C'est complètement inerte. Il faut qu'on retravaille une agriculture à couvert. Il y a la permaculture qui travaille là-dessus, l'agroforesterie. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va nous obliger à changer drastiquement notre manière, parce que sinon, il n'y a plus d'eau dans la Garonne. Il n'y a plus d'eau. C'est-à-dire qu'on va être obligé, on va faire quoi ? Les pronostics, j'étais avec le préfet hier, les pronostics, c'est à 5 ans, il va falloir couper l'eau. Il va falloir couper l'eau en disant le matin, il n'y a pas d'eau avant 11 heures. Puis après, si on continue, il n'y en aura pas avant midi. Donc ça va forcer le basculement, mais j'aimerais qu'on y aille par l'envie, j'aimerais qu'on y aille par la compréhension et non pas par la punition. La punition, c'est si tu veux continuer ton modèle, tu n'auras plus d'eau, voilà, tu seras puni, tu n'auras plus d'eau avant 11 heures. Ça, c'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est donner envie de changer, donner envie de rentrer le plus vite possible dans ce nouveau monde qui est extraordinaire, où tout ce qui sera fait n'aura jamais été fait. Amen.